Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Alors, Coupe du Monde oblige, Sorare a dévoilé leur gameplay 100% gratuit avec des prix fabuleux à gagner comme des rencontres avec la légende Zidane, des maillots dédicacés, des places pour assister à des matchs de foot. Sorare a également donné la possibilité à la communauté de créer des ligues privées et évidemment, Média Sorare en a créé une avec une PS5 à gagner de nombreux autres lots. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur notre site mediasorare.com, tout y est expliqué. Alors revenons au podcast. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Guillaume, alias Coach Nasser, qui était mon premier invité spécialisé en NBA. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan, alias Traveling Pizza, manager d'une belle galerie qui a un véritable profil d'investisseur. Salut Jonathan. Salut Mehdi, comment ça va? Bah écoute, c'est moi qui devrais te poser la question, puisque tu te trouves au Canada et que là-bas, il est quoi? Il est 8h du matin, c'est ça? C'est ça, exactement. 8h du matin, le réveil pique un peu, mais je suis très content d'être là avec toi. Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Donc, Traveling Pizza, avant de te demander de te présenter un peu à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient? Parce qu'on a reçu beaucoup de questions sur Twitter des abonnés. Il y avait pas mal de spéculations autour de ton pseudo. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pizza voyageuse? Bah tout simplement parce que c'est mes deux plus grosses passions, la pizza et les voyages, et du coup bah j'ai créé mon pseudo à partir de ça. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ok. Et le fait que tu appelais ton club le FC Pizza Ananas, c'est parce que tu es fan des pizzas ananas? Ouais, exactement. Je fais partie de ces gens bizarres qui aiment les pizzas hawaïennes. Ah ok. Bon bah je vais rien dire dessus. J'ai une femme italienne, c'est bon. Sur Twitter, je passe. Et je suis pas forcément d'accord, mais ouais, j'aime les pizzas avec de l'ananas dessus, et je sais que c'est un sujet, c'est sujet à controverse, et du coup c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil, et pour ça que j'ai appelé mon club de cette manière-là. Écoute, c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde, donc il y a pas de souci, on va directement passer à ta présentation. Donc, comme je l'ai dit, tu te trouves au Canada, je pense que tu es français. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Ouais, bah effectivement, je suis français, enfin je suis franco-portugais. Je viens à la base de Rouen. J'ai pas mal voyagé et j'ai habité dans plusieurs pays à travers le monde. Donc je m'appelle Jonathan, j'ai 35 ans, et comme on le disait dans l'intro, donc j'habite maintenant à Toronto. Ça fait un mois que je suis ici et je travaille dans le domaine du marketing digital, et à côté de ça, je fais des investissements dans le monde du métavers, de la crypto-monnaie, un petit peu dans le monde de la bourse plus traditionnelle à travers les options, et voilà. Ok. Marketing digital, comme freelancer, ou bien tu travailles pour une boîte? En tant que freelance, ouais, je travaille pour moi-même. En fait, je crée des propriétés sur Internet que je monétise à travers plusieurs modèles de business, mais notamment l'affiliation et la publicité. Et quoi, tu peux nous en dire plus? Ouais, bah en gros, le principe, c'est de créer des sites web, d'obtenir du trafic via ce qu'on appelle le SEO. Donc, c'est le Search Engine Optimization. En français, c'est donc l'optimisation des moteurs de recherche. Donc typiquement, essayer de faire en sorte à ce que le site soit bien positionné dans Google et obtenir du trafic de manière organique, et derrière monétiser ce trafic, comme je le disais, via de l'affiliation et de la publicité. Et c'est comme ça que donc les sites génèrent du revenu de manière relativement passive, parce que en fait ces sites-là, vu qu'ils obtiennent du trafic via Google, j'ai pas besoin de travailler activement dessus une fois que c'est en place. Et donc, installé à Toronto depuis un mois, tu comptes aller voir des matchs des Raptors, ou t'aimes bien la NBA? Ouais, les Raptors, les Maple Leafs, les Blue Jays et l'équipe de MLS que je connais
assez peu finalement, mais je sais que Insigne y joue. Je crois que je vais aller voir ça aussi, mais pour l'instant là je suis encore en recherche de logement, je suis encore dans un Airbnb, donc j'ai vraiment pas eu l'occasion de faire grand chose à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai complètement l'intention d'aller voir les Raptors. Je les ai déjà vus il y a plus d'une dizaine d'années, mais là je vais pouvoir vraiment en profiter, quoi. Tu les avais vus où il y a 10 ans? J'étais à Windsor au Canada en tant qu'étudiant en échange, et du coup en fait c'est la ville qui est frontalière avec Détroit aux États-Unis, et j'allais voir pas mal de matchs de basket au Palace of Auburn Hills à l'époque. Ouais. Et donc du coup j'avais vu Détroit contre Toronto. Et j'avais vu pas mal de matchs de NBA à l'époque, ouais. Merci pour ta présentation, pour la petite histoire. Bon, on a déjà échangé quelques fois. T'es sur notre groupe Discord du So Addict et on a échangé. Et alors la raison pour laquelle je voulais absolument t'inviter, alors que tu es quand même assez discret sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu as un profil quand même assez atypique. Dans le sens où tu as vraiment le profil affirmé d'investisseur. Et donc, dans ce cadre-là, je pense d'avoir ton avis, ta vision, etc., ça sera vraiment très, très intéressant. Mais il faut commencer par le début. Comment est-ce que tu as connu Sorare? Alors, en gros, l'année dernière, je m'intéressais beaucoup, donc, comme je disais en intro, au milieu du métavers, des NFT et des jeux vidéo qui avaient un modèle Play to Earn. Et je lisais pas mal de livres blancs à propos de plusieurs projets dans cet écosystème. Chaque semaine, je devais lire, une quinzaine de livres blancs, 2 par jour, quoi. Et dès que je trouvais un projet intéressant, j'investissais un petit peu dessus. Et une fois que j'essayais à chaque fois en amont de prévoir une time frame en fait pour mon investissement et un retour attendu. Et en fait je faisais ça sur plusieurs projets, soit en même temps, soit à la suite. Et en gros durant l'été j'ai fait un gros multiplicateur sur un de ces projets là. Et en parallèle de cet investissement là, j'avais lu les informations importantes par rapport à Sorare, et je savais en fait que Sorare ça allait être mon investissement suivant, parce que ça avait l'air d'être un projet beaucoup plus pérenne dans le temps en termes de viabilité, mais qui aussi présentait un potentiel de retour sur investissement relativement conséquent. Donc j'aimais bien ce ratio en fait risque-reward, et du coup fin août j'ai investi donc 33 Ethereum fin août parce que ça me paraissait être un beau pari. Et en plus, je suivais pas mal le foot, plutôt de loin depuis quelques années, mais j'ai été forcé par Sorare en fait de m'y replonger un petit peu plus en détail. Ouais. Quel était ton investissement là où t'as fait un beau multiplicateur au niveau de ton retour sur investissement? C'était Axie ou un autre? Ouais, c'était Axie Infinity. Ouais. En gros, j'avais étudié le marché et la méta, et en gros je faisais du breeding d'Axie, et en l'espace de 3 mois j'ai fait un gros multiplicateur, ce qui m'a permis d'aller sur Sorare avec un bag assez conséquent quand même. Pour terminer ta présentation, quelles sont tes passions dans la vie? Alors comme je le disais, les pizzas et les voyages déjà. Ouais. Après je suis passionné comme beaucoup j'imagine de musique, découvrir les cultures du monde, donc ça va ensemble avec les voyages, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Toronto. C'est la ville la plus cosmopolite au monde. Il y a des quartiers en fait à travers la ville tu peux te balader 1 heure et t'as visité 3 pays différents. En fait il y a des quartiers, là je suis juste au-dessus de Little Portugal, juste à côté il y a Little Italy, après Little Korea, Little Japan, et tout ça c'est à 30 minutes autour de chez moi. Donc ça c'est le gros avantage de cette ville. Je suis aussi passionné de sport, comme on le disait, je vais bien pouvoir profiter
diversité des différents sports qu'offrent les équipes et les franchises de cette ville. Et de manière générale, je suis passionné par le business et la finance, apprendre de nouvelles choses, le développement personnel. Et voilà, j'essaye en tout cas d'être très occupé dans toutes ces choses-là. Donc très autodidacte. Avant d'arriver à Toronto, puisque tu es là depuis un mois, tu étais où? Juste avant, j'habitais à Rennes. Ok. Donc t'étais à Rennes avant d'aller là-bas. Ouais, ça fait quand même un petit voyage. Ouais. C'est sûr. Je vais un peu présenter, donc là on va aller un peu creuser ton aventure Sorare. Tu t'es inscrit le 31 mai, donc d'après ce que si j'ai bien compris, t'avais investi fin août, t'as quand même mis un peu de temps peut-être à observer, etc. En tout cas, ton inscription officielle, c'était le 31 mai 2021. Actuellement, tu as beaucoup de cartes. Tu as 143 cartes limited, 188 rares, 84 super rares, 9 uniques. Donc, t'as un peu plus de 400 cartes. La valorisation actuelle est de 168 Ethers, $250 000. T'as un reward winning line-up de 20%, quasiment 21%, qui est quand même très très bon. Comment, donc tu as dit que tu avais injecté 33 Ethers donc fin août 2021. Quand tu as injecté ça, tu avais déjà, je présume, une stratégie assez claire dans ta tête? Ouais, en fait, je me suis inscrit en mai effectivement et j'ai injecté fin août parce que comme je te disais, j'étais à ce moment-là encore sur un autre projet, mais j'avais déjà anticipé la suite et je m'étais inscrit sur Sorare pour effectivement observer le marché et commencer mes projections, mes calculs et savoir ce qu'il était possible de réaliser et comment le faire aussi. Donc en termes de rentabilité mensuelle, qu'est-ce qu'il était possible d'atteindre? Alors selon mes calculs, je pouvais viser en tout cas entre 5 et 10% de ROI mensuel sur la valorisation de ma galerie. Juste sur les rewards. Et ouais, j'avais déterminé que ma stratégie se porterait plutôt sur le SO5 et du coup former des équipes compétitives pour ça. Et effectivement, ouais, donc en début août, j'ai exit Axie et j'ai commencé par injecter 33 Ethereum. Alors pourquoi 33? C'est parce que j'avais juste pris un pourcentage de ce que j'avais de mon bag et je l'ai mis sur Sorare. Et donc juste petit aparté, j'ai ensuite remis 44 Ethereum en début janvier 2022. Donc au total, mon investissement initial est de 77 Ethereum, mais il s'est fait en 2 fois. Et donc on viendra un peu plus tard parce qu'évidemment le sujet de prédilection c'est la manière dont tu approches le jeu, parce que là déjà t'as donné quelques indications par rapport au pourcentage en ROI, etc. Donc ta stratégie SO5 c'était surtout pour gagner un peu de temps par rapport à de l'achat-revente comme font, parce que beaucoup de managers, enfin les managers en tout cas qui ont décidé de faire de l'achat-revente, il y en a beaucoup qui sont très 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 profitables, mais toi t'as préféré te focaliser sur le SO5. Ouais, voilà, parce que l'achat-revente, je suis convaincu que c'est très très rentable, hein, mais je pense que ça demande beaucoup plus de temps investi et je travaille sur d'autres choses à côté et je peux pas investir autant de temps dans ce projet que ça, et en plus c'est pas un aspect du jeu qui me botte plus que ça, enfin pas en le faisant de manière active comme le peut faire Charcot par exemple, qui a des résultats incroyables. Je sais que c'était un de tes invités, son ascension elle est folle, mais déjà ouais, j'aurais pas eu le temps de le faire et je pense pas avoir les capacités et les qualités nécessaires aussi pour scouter aussi finement les bonnes cartes sur lesquelles faire des culbutes rapidement, quoi. Ta stratégie, donc t'as investi 77 Ethers en tout. Donc t'as doublé, évidemment un peu plus que doublé si on regarde la valorisation aujourd'hui. Ta stratégie, comment est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Est-ce que t'as directement décidé de te lancer en rare, en limited, ou bien c'était d'abord les super rares? Parce que là t'as vraiment des cartes pour performer un peu partout, parce que tu as, voilà, comme je l'ai dit, 9 uniques, t'as 84 super rares, tu as aussi bien des cartes Asia que America, donc ton approche c'était quelle était, par quoi t'as commencé et vers quoi tu vas? Ouais.
Alors j'ai commencé par la D3 et la D4. Moi je voulais être compétitif sur tous les tournois en fait. Mon objectif c'était de jouer toutes les divisions, toutes les régions. Donc j'ai commencé à apprendre un petit peu quels étaient les joueurs méta, comment le jeu fonctionnait aussi, parce que c'est bien d'avoir la théorie, d'avoir lu un petit peu comment ça fonctionnait, mais c'est autre chose après de devoir acheter des cartes et de savoir comment la pratique fonctionne. Donc au début je pensais que j'avais acheté des joueurs vraiment plus que moyens, et j'ai tout de suite vu que ça allait pas fonctionner quoi. Et du coup j'ai contacté plusieurs managers sur Discord pour leur des managers à grosse galerie pour leur demander des conseils, et il y en a plusieurs qui m'ont répondu et qui ont accepté de m'aider. Donc j'ai eu beaucoup de chance à mes débuts de rencontrer notamment Ashoka qui fait partie de la communauté So Addict et également, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis aussi de comprendre que pour aller chercher des rewards, il faut pas forcément prendre les meilleurs ratios prix par rapport au prix score. Fallait quand même qu'il y ait parce que il y a plein de joueurs qui ont un L40 de 45 qui sont vraiment pas chers, mais avec des L40 de 45 on va chercher rien du tout en reward. Donc j'ai vite compris qu'il y avait un certain seuil en termes de scoring qu'il fallait aller chercher sur les joueurs, et notamment pour jouer des divisions comme la D3 et la D4 qui étaient déjà compétitives à l'époque. Pour répondre plus précisément à ta question, j'ai pas commencé par les limited parce qu'elles n'existaient pas encore quand j'ai commencé, mais dès qu'elles sont sorties, j'en ai acheté. J'ai acheté de quoi jouer les six divisions limited de l'époque. Donc très vite, j'ai eu de quoi jouer toutes les divisions de la D5 à la D3 en fait. Et puis la progression naturelle pour moi, c'était d'avoir des équipes pour la D2. Donc j'ai commencé à construire à ce moment-là une galerie super rare également, à la fois via les achats mais aussi via les rewards. Alors c'est venu assez tard les rewards super rares dans mon épopée So Rare, mais là maintenant je suis plutôt satisfait de ce que j'ai à la fois en termes qualitatifs mais aussi en termes de profondeur. On y reviendra un petit peu plus tard, mais j'aime beaucoup avoir des options, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de cartes. Mais voilà, la stratégie elle est globalement toujours la même, c'est juste que j'essaie d'évoluer vers les divisions que je ne joue pas encore. Voilà. Donc l'unique, clairement, enfin, je pense qu'avec les cartes que tu as, tu peux aligner une équipe unique, non? Ouais, mais alors je peux aligner une unique, mais je peux pas jouer la All-Star D1 typiquement parce que avec les uniques que j'ai, je suis pas compétitif. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai la possibilité, je fais une spécialiste unique. Si je peux pas faire une spécialiste unique, je fais une underdog, et si je peux pas, je fais une All-Star, mais une All-Star poubelle en gros quoi. Et pour l'instant, ça, j'ai rien gagné avec mes uniques, mais elles servent toujours dans les divisions super rares, puisqu'on peut mettre une unique avec 4 super rares, et en général, c'est quand même un gros avantage d'avoir. C'est comme si on jouait avec 2 capitaines en fait, d'avoir une unique dans la D2. Ouais, gros avantage. Oui, moi j'en ai pas. Pourtant, je joue en D2. Mais bon, voilà, c'est un choix aussi. Donc l'objectif, c'est clairement essayer d'aligner alors une belle équipe unique en All-Star. Est-ce que tu retires une partie de tes gains ou pas du tout? T'es vraiment dans l'optique encore optimisation? Alors pas du tout. J'ai pas encore retiré de gains de So Rare. Ouais, là je suis encore en réflexion sur la suite. Là, le problème de ma galerie actuellement, c'est que la prochaine marche, elle est très haute, puisque c'est pouvoir jouer dans plusieurs divisions D1, enfin au moins une, de manière compétitive. Et une équipe D1, ça coûte au minimum 20 Ethereum, quoi. Donc et puis en plus, au-delà de l'aspect monétaire, en fait, obtenir des belles uniques, c'est très dur, surtout sur le marché secondaire, parce que globalement, c'est tout le temps les mêmes joueurs qui ont les uniques, et en général, ils demandent des prix complètement saugrenus, typiquement des fois 30, fois 60 le prix
de la rare, alors que aux enchères, ça part à x15, x20, parfois même x10, parfois même encore plus bas si on est sur typiquement sur les enchères en pleine nuit, sur des gardiens de but. Parfois, on peut avoir des belles surprises, mais ouais, c'est honnêtement très très dur d'obtenir des uniques sur le secondaire parce que les prix demandés sont pas raisonnables en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu as toi-même eu cette expérience. Ouais, mais non, mais écoute, je t'avoue que j'ai jamais acheté. Je crois que j'ai fait une fois une enchère sur une carte unique, mais vraiment juste, je sais même plus pourquoi. Et puis finalement, j'ai laissé tomber parce que voilà, ça fait pas partie de ma stratégie. Je préfère me focaliser sur les D4, D3. Sinon, voilà, c'est complètement autre chose. Faut s'orienter d'une manière totalement différente. Ça demande comme tu dis aussi, un investissement quand même assez conséquent. Et puis j'ai une stratégie qui est différente évidemment. Donc, mais je comprends parfaitement qu'on veuille se placer sur des uniques. Comme tu dis, c'est indéniable que ça apporte un avantage en mettant une unique dans une équipe en super rare. Et puis il suffit de toucher une fois le gros lot en unique. Si on peut avoir une T1 super rare ou une T0 super rare, voilà, ça aura valu le compte le coup de patienter, même patienter longuement avant de toucher une reward, quoi. Ouais, complètement. Alors la rentabilité des uniques, elle est assez belle quand même si on est capable de bien les accompagner, d'avoir une équipe cohérente, ça peut être vraiment très très intéressant. Mais tout est là, la question c'est de pouvoir créer ces équipes, et c'est pas aussi facile que de juste mettre 20 Ethereum, sinon toutes les grosses galeries pourraient le faire. Tout à fait. Alors on va attaquer ton sujet de prédilection. Comme j'avais dit en intro, tu as vraiment un profil vraiment d'investisseur. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure que c'est Sorare qui t'a amené à t'intéresser plus au foot que ce n'était le cas avant de rentrer dans Sorare. Alors pourquoi Sorare? Comment est-ce que tu explique-nous un peu comment est-ce que tu entrevois le jeu, comment est-ce que tu choisis les cartes, comment est-ce que tu choisis de te séparer de telle ou telle carte. Tu es très focalisé sur les chiffres et sur les retours sur investissement, les rendements, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu fonctionnes? Ouais, en gros déjà j'essaie de supprimer l'aspect affectif ou émotionnel de mes décisions. Alors je suivais plus trop le foot ces dernières années, mais c'est quand même un sport que j'ai beaucoup suivi dans mon enfance et dans ma jeunesse. Donc j'avais déjà un background sur ce sport, mais voilà, j'étais plus du tout je suis supporter du FC Porto, mais voilà, je suivais un petit peu ce qui se passait de loin. Je regardais gagner les championnats domestiques, qui gagnait la Ligue des Champions, les compétitions internationales. Je suivais un petit peu, mais voilà, j'étais vraiment pas du tout à fond dedans en regardant tous les résultats de tous les matchs. Et ouais, effectivement, ce soir m'a un peu remis là-dedans. Je me suis remis à regarder des matchs et à suivre les joueurs et leurs performances individuelles. Mais ouais, du coup, pour Sorare, j'ai vraiment j'essaie en tout cas d'avoir une approche méthodique, et je m'attache pas du tout ni à mes joueurs ni à mes cartes. Et en fait, pour l'organisation de ma galerie, je me fie beaucoup aux données que nous sont données par Sorare Data. Et en fait, sur chaque joueur, on a 3 données clés qui sont le L5, le L15 et le L40. Et pour ceux qui sont familiers avec le monde du trading, en fait, je traite ces 3 données-là un petit peu comme des moyennes movibles. Ouais. Et en fait, je base mes décisions sur ces 3 chiffres, et plus particulièrement le L5 et le L40. Et typiquement, en fait, je considère le L40 comme le vrai score d'un joueur, enfin le score attendu d'un joueur, puisque c'est globalement son score moyen sur la dernière année, plus ou moins.
moins. Hein. Après, ça va varier d'un joueur à l'autre selon le championnat dans lequel il joue. Mais on va dire que c'est la base sur laquelle je me fie. Et ensuite, le L5, c'est ce que je vais regarder pour déterminer si un joueur va être en forme ou en méforme. Et à partir de là, je base mes décisions. Et le cœur, en fait, de ma stratégie, c'est d'acheter des joueurs qui sont en méforme et de me séparer de joueurs quand ils sont trop chauds, en gros. Et de constamment renouveler ma galerie comme ça. Alors certains vont penser que c'est contre-productif parce que si on achète que des joueurs en méforme, on va pas bien performer en SO5, mais en fait la raison pour laquelle je fais ça, c'est simplement parce que je crois sincèrement qu'un joueur qui a un L5, on va dire, imaginons de 50, mais qui a un L40 de 65, il va avoir tendance à plutôt faire des scores en moyenne de 65 et pas de 50. Mais le marché va plutôt se baser sur le L5 pour pricer le joueur. Je sais pas si je suis très clair. Oui, mais non, c'est voilà, en gros, j'achète quand les joueurs sont. T'as contre-courant en fait un peu du marché, quoi. Bah ouais, en fait, c'est à contre-courant parce que si tu regardes le marché, dès qu'un joueur marque un but, son prix, alors ça se voit surtout en limited, hein, mais son prix, il bouge instantanément en fait dès qu'un joueur marque un but, parce que la logique voudrait que tel joueur a fait un gros match, tiens, je vais aller l'acheter sur Sorare. Mais moi, si un joueur fait un triplé, je vais pas avoir le réflexe de me dire tiens, je vais aller l'acheter. Je vais plutôt me dire peut-être que c'est le moment d'acheter le gardien qui a pris les 3 buts, parce que les gens vont se dire c'est bon, j'en ai marre de ce gardien, il est nul, je vais aller le vendre, et du coup ça va faire tomber son prix, et c'est à ce moment-là que moi je vais aller le chercher. Okay. Et après je l'ai dans ma galerie et je l'aligne quand il y a une situation qui lui est favorable, quoi. Et donc c'est un peu comme en bourse, quoi. On voit aussi. Ouais, voilà. T'es pas dans le FUD ou dans le FOMO. Buy the dip, en gros. Voilà, buy the dip et celle de high, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, et c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que, et là, pour le coup, tu dois vraiment te détacher de tes émotions. Moi, je t'avoue que ça m'est arrivé quelques fois où un joueur me saoulait, il me saoulait, et puis là, il fait un match de merde, et là, il m'a saoulé définitivement, et je dois m'en séparer. Et finalement, cette réaction-là, c'est clairement émotionnelle. Elle est pas du tout, je vais dire, lucide, parce que la lucidité vaudrait que je le garde, que j'attende qu'il performe un peu pour ensuite le revendre. Alors, mais le truc, c'est que la seule fois que j'ai voulu appliquer, enfin pas la seule fois, mais une des fois, en tout cas, je m'en rappelle, où j'ai voulu appliquer ça, j'avais Gianluca Mancini, le défenseur de la Roma. J'avais sa super rare, et je la gardais en attendant, j'attendais impatiemment qu'il refasse ses perfs qu'il avait fait dans le courant de l'année 2020, où il était très performant, et j'ai attendu, c'est jamais venu, et puis finalement j'ai abandonné, donc j'ai été découragé, je pense, par ça. Mais il revient bien là, en plus, c'est dommage. Ouais, tu vois, voilà. Mais c'est toujours plus facile de se dire j'aurais dû après coup, alors que parce qu'on sait qu'il est revenu en bonne forme, mais il faut pas. En fait, il faut se focaliser sur la décision et pas sur le résultat. Si la décision elle était la bonne à ce moment-là, peut-être que c'est plus facile à encaisser aussi. Mais après, je voulais ajouter une petite aparté par rapport à tout ça, c'est que c'est facile entre guillemets de dire voilà, j'achète les joueurs quand ils sont en méforme et je les revends quand ils sont en forme, parce que j'ai la profondeur pour pouvoir continuer à jouer, et je peux me permettre de bench certains joueurs soit en attendant qu'ils reviennent en forme, soit en attendant qu'ils aient un bon match-up, en fait. Mais je comprends que quelqu'un qui a juste de quoi jouer une line-up, ça va être difficile d'appliquer cette stratégie, parce que on n'a pas envie de vendre son joueur star, on n'a pas forcément envie d'acheter un joueur en méforme parce qu'on a peur de gâcher le reste de l'équipe. Donc pour pouvoir appliquer cette stratégie, il faut pouvoir encaisser la variance, et il faut pouvoir aussi se dire je vais acheter tel joueur, mais il se peut que je ne puisse pas l'utiliser dans le futur immédiat, en fait. Quand je regarde ta galerie, si je sélectionne les cartes, la carte la plus chère sur Sorare Data, c'est Martin Terrier en super rare. Donc tu n'as pas de Mbappé ni de Kimmich, de joueurs comme ça. Tu as Alisson, ça c'est ta carte rare la
la plus chère avec Diogo Costa. Mais tu as eu Kimmich à un moment donné, je pense, dans ta galerie. Ouais, j'ai eu Kimmich effectivement. C'est une des premières grosses rares que j'ai achetées. Ouais. Et exceptionnel, c'est l'exemple parfait en fait. Kimmich, voilà, c'est certainement la meilleure carte du jeu. Et il y a quelques semaines, voire mois maintenant, il avait un L5 de 92, je crois, ou 95, je sais plus. Et en fait, pour moi, c'était une décision très simple. En fait, c'est que là, son L5, il était max. En fait, il pouvait plus l'améliorer. Et du coup, si son L5 est max, la logique voulait que son prix, en tout cas sur ce marché local là, son prix il était max aussi. Donc je l'ai vendu, je sais plus, 9,6 Ethereum, je crois. À ce moment-là, ouais, quand il était en feu, quoi, il faisait que des 100. Et voilà, là c'est son prix, il a bien baissé depuis. Alors que son étonnant parce que L5 il a 75 de L5, il est même pas en méforme, son L5 il est égal à son L40. Donc en fait, il est dans une forme normale pour Joshua Kimmich, quoi. Ouais, mais c'est assez étonnant parce que tu joues SO5, tu le dis que c'est clairement une des meilleures cartes, si pas la meilleure carte à avoir quand tu joues en SO5, et pourtant t'as choisi, t'en sais pas. Alors c'est clair que tu expliques la raison, c'est que c'est là que tu pouvais la vendre au maximum, mais ton objectif quand tu l'as vendu, ok, c'était maximiser évidemment son prix de vente, mais est-ce que t'avais aussi dans ta tête de pouvoir le racheter à un moment donné, ou bien d'utiliser justement les Ethers pour acheter autre chose? Et en fait, qu'est-ce que tu as fait avec ces 9,6 Ethers par la suite? Ouais, alors en gros, il y a une autre réflexion à avoir aussi. Donc comme on le disait tout à l'heure, je suis très orienté sur la data et sur le ROI. Et en fait, j'essaie d'avoir des joueurs dans ma galerie qui ont la capacité de générer 100% de ROI à l'année par rapport à leur valeur. Donc, je vais m'expliquer un peu plus en détail. Kimmich, par exemple, quand je l'ai vendu à 9,6 Ethereum, ça faisait à peu près un an que je l'avais. Et je sais plus, c'est de tête, mais je crois qu'il m'avait rapporté environ 1,6 ou 1,7 Ethereum. Alors, sur cette année-là, je l'avais acheté 2 Ethereum. Donc, il m'a rapporté à peu près 80% de reward par rapport au prix d'achat. Mais là, sur la nouvelle année, il valait 9,6. Et son ROI attendu, du coup, si je fais le même type de reward avec lui, savoir 1,6 ou 1,8, je sais plus. Bref, c'était dans cet ordre de grandeur là. Là, on passe tout de suite sur un ROI aux alentours de 15%. Et 15% par rapport au capital engagé dans ce joueur-là, c'est relativement faible. Alors, ma logique, elle était simple, c'était de me dire, voilà, avec ces 9,6 Ethereum, est-ce que je peux déployer le capital de manière plus efficace pour avoir un ROI plus élevé que 15% sur ces 9,6 Ethereum. Et typiquement, quand j'ai vendu Kimmich, j'ai acheté Toni Kroos, un Ethereum, qui est un très gros scoreur aussi. La seule différence avec Kimmich, c'est qu'il faut savoir anticiper les matchs qu'il joue et les matchs qu'il joue pas, mais c'est une carte qui a une capacité de ROI énorme, en fait. Kroos et pour l'instant, j'ai pas eu à regretter mon choix, puisque dès les 2 premières Game Week que je l'ai aligné, j'ai gagné 2 T0. Alors, pour l'instant, il est pas encore remboursé parce que j'attribue que le pourcentage du score du joueur multiplié par la valeur de la reward pour faire mon calcul de ROI. Et donc en gros, la question constante, c'est de me demander effectivement est-ce que cette carte-là, elle est capable de se rembourser en gros sur les 100 prochaines Game Week. 100 Game Week, c'est à peu près une année, quoi. Si la réponse est oui, je le garde. Si la réponse est non, j'attends une opportunité pour le vendre. Donc, typiquement un moment où il va enchaîner plusieurs bons matchs de suite, un moment où le joueur fait partie d'une game week où il y a peu de joueurs engagés et lui il fait partie des joueurs qui jouent. Ça aussi c'est une bonne fenêtre pour exit un joueur. Voilà. Matt, est-ce que tu gardes un tableau parce que toutes ces données là de calcul de data, est-ce que tu prends tout de Sorare Data parce que sur Sorare Data, en cliquant sur la carte, on peut voir
les cartes évidemment que tu as gagnées avec la valorisation au moment où tu as gagné cette reward et la valorisation actuelle. Est-ce que c'est ça que tu regardes pour chacun de tes joueurs ou bien tu gardes encore un tableau à part avec tous tes joueurs et tous ces chiffres justement de retour sur investissement? Ouais, en gros j'ai un tableau qui récapitule les rewards que j'ai gagnés, leur valeur au moment où je les ai gagnés et la valeur au moment où je les ai vendus. J'ai un tableau aussi pour organiser mon effectif. En gros, j'essaie d'avoir une certaine profondeur de banc, donc ce tableau il permet aussi de savoir si j'ai des postes à renforcer ou pas. Là, par exemple, en un coup d'œil sur mon tableau, je sais que je suis très léger en milieu de terrain en Amérique, rare. Donc je vais avoir besoin soit de garder les rewards que je vais avoir dans cette région-là, soit essayer d'acheter des joueurs pour compléter un petit peu cette partie-là, en tout cas de mon effectif. Je sais pas, on n'a pas encore parlé de ça, mais je joue plus les limited depuis un moment aussi parce que pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que le ROI, le critère du ROI, à savoir faire 100% à l'année, n'est plus atteignable selon moi. En tout cas pas avec le type de joueur que j'avais. Je pense que c'est toujours faisable de le faire, mais avec peut-être des T2 ou des choses comme ça, mais j'ai pas suffisamment creusé et en fait le temps que je passais à faire mes équipes en limited par rapport au retour sur investissement, il n'était pas justifié, donc j'ai exit les limited le jour où j'ai fait je crois que j'avais fait 430 points en Champion Europe limited et j'ai gagné une T2 que j'ai fait c'est bon, j'arrête quoi, c'est pas la peine. Ça t'a saoulé. Ouais, c'était assez bizarre. Mais ouais, j'ai quand même un suivi assez assidu de la valeur de mes cartes, de la valeur de mes rewards et de l'état actuel de ma galerie quoi. Ouais. Et donc ça veut dire que tout est limité parce que t'en as encore 143. Elles sont en vente ou bien tu attends avant? Alors c'est vraiment chiant de mettre en vente ces cartes sur Sorare comme tu le sais. Ouais, elles sont théoriquement en vente, mais je les mets en vente quand un joueur est en forme quoi. Mais c'est très, j'ai vendu les principales, celles qui avaient beaucoup de valeur. Là maintenant il me reste vraiment les T2 et les T3 en gros. Ouais, je vois, il y a les 143 cartes, il y a une valorisation de 1 Ether. Voilà. Ouais, voilà. Ça veut tout dire. Voilà. J'ai vendu Pedri là il y a pas longtemps et c'était la dernière belle limited que j'avais, il me semble. Okay. Je reviens un peu par rapport à ce que tu disais avec un tableau et tu vois exactement où tu as des manques, etc. Tu te bases sur quoi? Il te faut par exemple, si on prend l'exemple que tu nous as donné, donc comme quoi il te manquait un milieu performant en America en rare. Pour toi, tu comptes avoir combien de joueurs à chaque poste pour justement mettre en pratique ta stratégie? Ouais, c'est une bonne question parce que c'est vraiment le cœur de ma stratégie SO5, c'est d'avoir de la profondeur. Et en gros, mon objectif, en tout cas pour pouvoir jouer les D4 et les D4, D3, D2, c'est d'avoir 3 gardiens par région en rare, 3 gardiens par région en super rare, et ensuite 5 défenseurs, 5 milieux et 5 attaquants par région en rare et en super rare. Alors donc 5. On n'a pas besoin d'en avoir autant nécessairement, mais je trouve que c'est le bon équilibre pour moi pour pouvoir avoir à la fois ce ROI ciblé de 100% et en plus avoir suffisamment de profondeur pour pouvoir jouer les match-up, parce que je porte beaucoup d'attention aux match-up. Je suis vraiment convaincu que c'est ce qui fait la différence, c'est de pouvoir avoir le choix game week après game week d'aligner tel ou tel joueur. Parfois j'entends des réflexions où je me dis mais on joue vraiment tous différemment au jeu, on n'a pas tous la même vision de comment faire ses équipes. La dernière fois j'ai entendu quelqu'un dire ouais je mets Courtois à la place de Van Krombrugge parce que Courtois c'est un meilleur gardien que Van Krombrugge. Bah ouais, enfin tout le monde sait ça. Il y a pas vraiment de débat là-dessus, sauf que
Courtois joue le Bayern, ou je sais plus c'était qui, enfin c'était une grosse team, et Van Krombrugge il jouait Waterloo. Moi tu vois, je mets tous les jours Van Krombrugge dans ce spot là parce que il a un plus gros pourcentage de chances de faire un clean sheet dans cette situation là que Courtois. La question elle est pas de savoir quel est le meilleur joueur de manière intrinsèque, parce que là il y a clairement pas de décision à faire en fait, mais c'est limpide. Quel est le joueur qui est dans la meilleure position pour faire le plus gros score pour cette game week là, et en fait c'est ça qui va déterminer la performance en SO5 plus que le fait d'avoir les meilleurs joueurs et de tout le temps aligner la meilleure équipe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je regardais un peu ton roster en milieu américain rare. Je vois que t'as Barco, t'as Jamiro Montero, Araujo, Atuesta et Kinda qui faisait des beaux scores là, mais je l'avais en super rare, mais j'ai quitté l'América en début de saison, donc je sais même pas s'il a rejoué ou pas, ou il est resté il a été blessé toute la saison. Il est resté blessé toute la saison. Ouais. Et donc pour toi ça c'est encore un peu léger par exemple un Carles Gil, est-ce que tu le voudrais? Il a été transféré, je l'ai acheté, il était encore capitaine de Los Angeles, là il joue à Palmeiras, tu sais jamais quand il va jouer. Kinda blessé, Jamiro Montero, c'est une reward que j'ai gagnée, il est bon, mais je crois qu'il joue à Salt Lake, c'est relativement moyen comme équipe. Barco, c'est pareil, c'était un très bon joueur, et en plus je le considère pas comme un milieu Amérique parce que je le joue plutôt en U23, donc il est dans mon pool U23, mais ouais, effectivement il peut dépanner l'Amérique. Le problème c'est que Gallardo ne l'aimait pas trop, je pense, et du coup il jouait pas trop dernièrement. Après il était en méforme, on pourra dire ce qu'on veut, il a fait je sais plus 20 matchs sans faire une passe décisive ou un but, un truc comme ça, mais perso quand je regarde River Plate jouer et quand il rentre, je comprends pas qu'il soit pas titulaire, ce mec. Il est vraiment un ton au-dessus des autres milieux de River Plate. Après je suis pas l'équipe, je regarde pas tous leurs matchs, mais quand je les regarde jouer, ils crèvent l'écran pour moi. Montero, c'est San José. Ah oui, San José, ouais, effectivement. San José. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'un Carles Gil, par exemple, ou lui c'est quand même un des plus gros scoreurs. Est-ce que c'est un joueur que tu voudrais avoir dans ta galerie, ou non, parce que justement tu penses qu'il va pas se rentabiliser en un an? Carles Gil, c'est le joueur que je devrais avoir et que je n'ai pas. Effectivement, son prix par rapport à son scoring, c'est complètement un joueur qui devrait se rembourser, et même plus, en un an. Clairement, là, les dernières ventes, je regarde 1,3 Ethereum, il score 68 en moyenne. Tu le mets en All-Star D3 ou D4 et il va faire 100, peut-être même 200% de ROI à l'année, clairement. Donc oui, Carles Gil, il remplit complètement le critère. Parce donc que lui, tu voudrais bien l'avoir. C'est un peu des joueurs l'équivalent qui ont le même scoring Kroos, que lui, il n'y en a pas 50 non plus. Ouais. Et lui c'est de loin le moins cher, quoi. Et en plus c'est le moment de l'acheter là, puisque la MLS est... Voilà. Donc tu l'as dans ta ligne de mire. Ouais, on va dire ça, ouais. Complètement, ouais. Carles Gil, ouais. Okay. Complètement. Je voulais te poser une question, justement par rapport au marché actuel. Bon, tu as donné l'exemple évidemment des limited, où tu étais un peu découragé parce que tu faisais un score incroyable pour avoir eu une T2 en champion. Ce genre de remarques, tout à fait pertinent d'ailleurs, on le retrouve souvent, de plus en plus, un peu partout sur les réseaux sociaux, où il y a des managers qui sont un peu frustrés d'avoir des gros scores et finalement d'avoir de gagner des cartes qui valent pas grand chose. Après t'as une partie évidemment des managers qui disent mais voilà, Sorare c'est de plus en plus un jeu et rien qu'un jeu, et plus un jeu entre guillemets d'argent, d'investissement. Quel est ton avis toi par rapport à ça? Comment est-ce que tu vois
voit le jeu évoluer alors que voilà, on est quand même dans une période, on va dire, de crise prolongée au niveau du marché. Comme toi, justement, t'as un profil purement d'investisseur. Si je te pose la question, après évidemment tu peux développer sur le reste, mais si je te pose la question, voilà, aujourd'hui, Sorare, les prix ne vont faire que baisser. Qu'est-ce que tu ferais? Je sors du jeu en fait, tout simplement, parce que ce qui fait le succès de Sorare, c'est l'utilité des cartes, et l'utilité des cartes, c'est de pouvoir gagner d'autres cartes, de pouvoir gagner des Ethereum, de pouvoir gagner de l'argent. L'exemple que j'utilise souvent, c'est Top Shot. C'était donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les NFT de la NBA. Donc c'était des NFT avec des vidéos d'action, voilà, qui étaient assez bien réalisés, les NFT. Sauf que ces NFT n'ont aucune utilité, n'ont pas d'application play to earn ou d'application autre que juste le fait de posséder cette NFT et de pouvoir regarder l'action en question. Et c'est des NFT qui valent plus rien aujourd'hui, quoi. Alors que il y a encore moins d'un an, ça se vendait très 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 cher. Et je pense sincèrement que Sorare, si du jour au lendemain l'équipe disait bon bah voilà, on arrête le SO5, alors ça n'arrivera pas, hein, mais si c'était le cas, le marché, enfin la valeur des cartes, je pense chuterait de facile entre 95 et 99%. C'est ce qui donne en fait la valeur aux cartes, c'est leur utilité. L'aspect collectible, je pense, hein, c'est mon opinion, les gens s'en foutent. Ce qui fait la valeur de Sorare, c'est de pouvoir avoir une expérience de supporter autre, en fait. On peut posséder les joueurs qu'on regarde, et quand on regarde un match de foot, on peut supporter un joueur individuellement parce qu'on a cette carte-là qui est actuellement engagée dans une compétition. Et c'est ça, en fait, qui fait la grande force de ce projet, c'est que ça transforme complètement l'expérience du supporter, l'expérience du fan de foot, en fait. Et c'est encore différent du pari sportif, parce que là on possède vraiment la carte, le joueur, et on peut le réutiliser. Donc là on change complètement de modèle et de paradigme. En fait, on a un asset qui peut nous rapporter d'autres cartes ou alors de l'argent, mais de manière continue, de manière répétitive. Et cet asset, par principe, il est censé garder sa valeur. Tu peux acheter un Malcolm aujourd'hui parce que tu veux le mettre dans ton équipe pour ce week-end parce que le Zénith joue, et tu peux le revendre aux alentours de la même valeur que ce que tu as payé initialement. Et voilà, tu as pu te servir de cette carte-là pendant un week-end pour améliorer ton équipe et pour pouvoir éventuellement essayer de gagner une autre carte. C'est tout ce modèle économique-là. En fait, ça repose sur cette utilité-là. Et ouais, je pense que si tu es cet équilibre et ce modèle, il y aurait un gros crash sur les marchés, ouais. Mais disons, ça c'est clair que le SOFA ils vont jamais le retirer. Mais aujourd'hui, tu as des managers, voilà, qui sont investis en limited. Par exemple, il y a Snieg qui était un de mes derniers invités, qui lui clairement il le répète aussi, et c'est tout à son honneur de dire bah voilà les gars, arrêtez de vouloir avoir une rentabilité sur Sorare. On kiffe c'est d'abord le jeu, mais je voulais avoir un peu plus ton avis par rapport au marché actuel, le fait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui excitent, que voilà, il y en a pas d'autres qui sont rentrés massivement dans le jeu, donc on est voilà tout doucement mais sûrement quand même sur une pente descendante au niveau de la valorisation. Est-ce que tu penses que la machine pourrait s'inverser et de nouveau avoir un marché haussier avec un onboarding de nombreux managers qui sont prêts à mettre des sommes quand même assez conséquentes sur des cartes? C'est difficile à dire parce que ça dépend. Tous les marchés sont distincts. Le marché limited, il se comporte pas du tout comme le marché des rares, et le marché des rares se comporte pas non plus comme le marché des SR. Le marché des uniques, je vais pas en parler parce que déjà d'une, je le connais pas assez pour avoir une opinion pertinente, mais en plus voilà, le fait que les joueurs n'aient qu'une seule carte disponible fait que c'est un marché vraiment à part. Cela étant dit, je pense que les cartes rares devraient en principe
plutôt avoir tendance à pouvoir conserver leur valeur plus facilement que les limited, ne serait-ce que simplement mathématiquement c'est logique puisqu'il y en a 10 fois moins. Mais si tu réfléchis en fait aux objectifs et que tu compares le marché par rapport aux objectifs avérés de Sorare, notamment le fait d'atteindre 1 million d'utilisateurs, on va prendre l'exemple de Kimmich, qui est une des meilleures cartes et que beaucoup de managers voudraient avoir. Si on est 1 million d'utilisateurs et que on veut tous Kimmich, même en 10 ans de Sorare, donc on va dire Kimmich, je sais pas quel âge il a, mais il lui reste au moins 10 ans de carrière à faire. 27 ans. Ça veut dire qu'il va y avoir 27. Bon, en comptant les cartes actuelles de Kimmich, au maximum, il y aura jamais plus de 1000 cartes rares de Kimmich. On est d'accord? Ouais. Ça veut dire que il y a 0,1% des managers de Sorare, quand on sera 1 million, qui pourront posséder un Kimmich. 0,1%. Donc, si tu pars de ce postulat-là, on peut considérer que normalement Kimmich, ça sera toujours une carte en forte demande et du coup qui pourra conserver sa valeur relativement facilement. Et ça, c'est vrai pour Kimmich, mais le même principe s'applique à tous les joueurs. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir avoir un équilibre rentabilité et aussi pouvoir onboard des nouveaux managers, parce que là effectivement si t'as pas 500 € à mettre dans une équipe limited, ça va être difficile d'être compétitif et ça va être difficile de prendre du plaisir à suivre tes joueurs le week-end, parce que ton équipe elle va jamais performer en fait. Donc j'entends l'argument de dire oui mais les gars, c'est pas, arrêtez de voir la rentabilité, c'est un jeu, mais je suis désolé, c'est un jeu que tu peux pas commencer à apprécier à moins d'avoir mis 4 chiffres dedans. Donc du coup, c'est difficile pour le commun des mortels de voir quelque chose dans lequel tu as mis plus de 1000 € comme étant simplement un jeu. Donc moi, j'ai quand même confiance dans l'équipe dirigeante de manière générale, mais je pense que le marché il va se réguler, notamment en limited. Là, effectivement, les gens se plaignent de la rentabilité des limited, que la valeur des cartes est en constante baisse, mais du coup, on va atteindre un point d'équilibre sur la valeur des limited, je pense. Et en fait, s'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, à un moment donné, se disent les limited, c'est bon, j'ai fait 430, je gagne gros Nevelt, ça m'intéresse pas, je passe sur les rares ou j'arrête tout simplement. En fait, ça va rendre les compétitions plus faciles. Du coup, il y aura des cycles en fait. Il y aura des cycles d'exit et des cycles. Maintenant avec 400 points, on peut gagner une T1. Je vais reprendre des limited. Ouais, okay. Et tu vois ça comme un marché fluctuant un peu. Ouais. Ok, avec un style de bull run, de bear market et de. Ouais, voilà. Je pense sincèrement, puisque on a vu de toute façon que la valeur des cartes pendant le dernier bull run, la valeur des cartes, elle restait quasiment inchangée en Ethereum, voire avait tendance à plutôt augmenter sur la même période où l'Ethereum fait un x2, les joueurs, leur valeur en Ethereum bougeait pas. Donc en gros, la valeur des joueurs en fiat faisait x2 aussi. Ouais, tout à fait. Dans ta galerie, tu n'as pas de joueurs MLB. Alors tu aimes bien la NBA. Tu n'as pas joueur non plus de NBA. Est-ce que c'est un choix réfléchi? Je présume que oui, mais est-ce que tu as l'intention de rentrer à un moment donné ou pas du tout? Pas du tout. Parce que comme toujours, j'ai fait une analyse quand même de marché, une analyse de rentabilité et en fait la décision elle était très simple. En MLB, il y a grosso modo autant de joueurs de baseball que de joueurs de foot disponibles actuellement sur Sorare Foot. On est d'accord. C'est à quelques milliers de joueurs près, c'est à peu près le même nombre de joueurs. Sauf que sur la MLB, sur la NBA, il y a 5000 limited, donc le supply il est x5 sur les limited. Il y a 1000 rares
x10 le supply et il y a 100 super rares, donc x10 le supply. Et tout à l'heure je disais que pour moi la valeur des cartes Sorare Foot, elle était en grande partie due à l'utilité des cartes. Et sur la MLB comme sur la NBA, il y a 6 fois moins de compétition que sur le foot. Donc 6 fois moins d'utilité. Donc si tu ajoutes le fait que le supply il est entre x5 et x10 et que l'utilité elle est divisée par 6, le calcul il est vite fait en fait. C'était pas du tout un play rentable pour moi d'investir dans la MLB ou la NBA, surtout au début où la valeur des cartes ont plutôt tendance à être énorme. Typiquement je crois le mec qui a acheté le premier LeBron James Limited, il a payé 4 Ethereum, mais enfin c'est peut-être un fan absolu du joueur, mais d'un point de vue investissement, acheter un LeBron James Limited 4 Ethereum, ça veut dire que tu t'attends, si tu es un investisseur, tu t'attends à ce que le market cap de LeBron James en Limited il soit de 20 000 Ethereum, à savoir là la valeur de l'Ethereum actuelle, ça ferait ça ferait 24 millions de dollars. La valeur du marché de LeBron James en Limited, ce serait 24 millions de dollars selon ce prix-là. Je ne pense pas. Alors, j'ai pas été voir la valeur des cartes, mais je suis quasiment sûr que LeBron James actuellement, il se vend pas 4 Ethereum en Limited. Non, alors ok, tu peux me dire oui, mais il y a la valeur du collectible, c'est la première carte, voilà, la 1 c'est cette dernière saison. Voilà. Machin, mais moi je crois pas du tout dans cette théorie là qui dit que les cartes Sorare ont une valeur collectible. Je vois pas les choses comme ça. Ah ouais, LeBron James 0,04 Ethereum la dernière vente. Je suis en train de regarder. Ouais, tout à fait. Ah ouais, donc en gros, il fait divisé par 100. Ouais, il l'a acheté x 100 ce qu'il vaut aujourd'hui. Ouais, c'est un peu dingue. Ouais. Mais ça c'est le côté aussi un peu américain. Les Américains, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, la culture collectible chez les Américains, elle est vraiment présente depuis très longtemps dans tous les sports majeurs, enfin les 4 sports majeurs chez eux. Ouais. Il y a vraiment ce côté collectible. C'est vrai qu'ils mettent des sacoches sur tout ce qui est sports, memorabilia ou voilà, les collectibles, tout ça ils adorent. Ouais. Là ici même au Canada c'est un peu le cas. Tu vas dans n'importe quel bar de sport, t'as des maillots signés qui sont encadrés dans tous les sens. Ouais, ils ont vraiment la culture du sport, elle est vraiment omniprésente, plus que nulle part ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est vraiment maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer sa carte à 4 Ethers? Je pense que on est encore trop tôt sur l'adoption des NFT pour que la première carte de LeBron James sur Sorare en Limited vale autant que je sais pas un ballon signé, un maillot signé d'un match important ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois fondamentalement dans le futur des NFT et en tant que technologie avec une utilité, mais aussi en tant que technologie pour avoir des plateformes de collectibles et des plateformes qui donnent accès à de l'art digital et des choses comme ça. Mais je pense que on est vraiment beaucoup trop tôt et que là, immobiliser 4 Ethereum sur un collectible très spéculatif, il fallait du courage pour se dire que ça allait être rentable. Ouais, mais surtout que vu la conjoncture actuelle, l'économie, le monde des cryptos, le monde des cryptos là, il s'en prend plein la tronche. C'est scandale après scandale avec effet domino. Les NFT, je sais plus quand on en avait parlé avec un invité, mais les NFT, les premiers à se ruer sur les NFT quand la hype a commencé, elle a commencé grâce aux Américains et vu ce qui est devenu, je vais pas dire 99%, mais quand même une écrasante majorité de projets où la valeur a complètement dévissée, ils ont été refroidis. Il y a quand même beaucoup d'Américains qui sont refroidis. Alors maintenant, là, l'avantage quand même, c'est que c'est du sport et que ça leur parle. Mais malgré ça, ils auraient sorti, je pense, mais évidemment, c'était pas possible, mais la NBA, il y a 1 an et demi où un peu après NBA Top Shots,
ça aurait complètement explosé. Mais là, c'est vrai que le marché est quand même beaucoup plus frileux. Ouais, moi je pense aussi que on aurait été chercher des valos beaucoup plus hautes, mais on aurait observé quand même le même phénomène. On aurait vu des premières cartes qui seraient parties beaucoup plus chères que la valeur une fois que le marché se stabilise, puisque avoir la une sur 5000, ça parle à certaines personnes. Moi je ne le vois pas encore, mais oui, je comprends que des gens soient intéressés par ça ou par le numéro de maillot ou des choses comme ça. Moi, comme tu disais, je vois ça purement d'un aspect investisseur. Alors, ça m'empêche pas de vibrer en regardant les matchs de foot et de suivre mes joueurs quand je regarde un match, mais ça ne fait juste qu'améliorer mon expérience de supporter. Déjà je regarde pas tous les matchs, et puis comme je disais tout à l'heure, je me focalise sur la décision. Une fois que j'ai fait mes équipes, je regarde mon match, et si mon joueur fait un mauvais match, je vais pas rager parce que c'était la bonne décision de l'aligner. Il jouait contre une équipe faible, il était censé faire un gros match. Malheureusement, ça s'est pas bien passé cette fois-là, mais c'est la variance. Et c'est une discipline aussi qui m'est venue du poker, parce que j'ai oublié de le dire en intro, mais j'ai joué pas mal au poker dans mes plus jeunes années, et le fait de se focaliser sur la décision et pas sur le résultat, c'est vraiment quelque chose qui me vient du poker, et c'est essentiel en fait de pouvoir conserver une capacité analytique à 100% en fait. Ouais. Et pas se dire c'est bon, Tadic ça fait 3 matchs qu'il marque pas, je le mets pas, et je l'ai pas mis, la seule fois où je le mets pas, il met un doublé, il fait 100, c'est bon, j'ai jamais de chance. Mais non, c'est pas une question de chance ou de malchance, c'est une question de variance. Et tant que si tu prends des bonnes décisions de manière constante et consistante, en principe ça payera. Ça s'équilibre dans le temps. Ouais, tout à fait. Pour terminer ce sujet passionnant, tu te vois jouer, à Sora pendant encore combien de temps? Est-ce que tu t'es déjà fixé un délai, ou bien c'est vraiment l'évolution du jeu, de l'onboarding, du gameplay qui va te décider si tu restes ou si tu exites? Écoute, ça va dépendre des jours. Si tu me demandes aujourd'hui ou demain, je te donnerai 2 réponses différentes. Mais en gros, j'ai pas de réponse définitive à te donner, parce que comme dans tous les investissements, il faut réajuster sa thèse en continu, et c'est difficile de prendre une décision définitive. Je crois vraiment dans le projet Sorare, et je crois dans ce qu'ils font, et je trouve que malgré toutes les critiques qu'on peut avoir à leur égard, ils ont quand même créé quelque chose d'exceptionnel. Ils ont des partenariats incroyables, et le jeu est vraiment ils ont rien, en fait c'est ça qui est fou, c'est que ils ont rien inventé, ils ont juste combiné 2 choses pour créer un produit unique. Le fantasy sport, ça existe depuis des années, des décennies, et les NFT, c'est une technologie nouvelle, la blockchain, tout ça, mais le fait de combiner les deux et de pouvoir permettre aux utilisateurs d'être les vrais propriétaires de leurs assets, c'est très très fort. Après, il fallait aussi derrière pouvoir sécuriser les licences avec les différentes ligues, mais c'est le projet et fait partie des projets les plus viables que j'ai, en tout cas sur le moyen long terme, que j'ai pu rencontrer dans cet écosystème. Maintenant, pour ne plus simplement à ta question, je ne sais vraiment pas. On va dire que j'ai quelques réserves par rapport à la stratégie d'acquisition des nouveaux utilisateurs, et le fait que Sorare soit une entité centralisée qui contrôle le supply. Ça veut dire, s'ils contrôlent le supply, ils ont juste à savoir prévoir quel va être l'afflux des nouveaux utilisateurs, et pour pouvoir contrôler les prix des marchés. En fait, c'est eux qui contrôlent le prix des marchés. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire augmenter le prix moyen des cartes
cartes par X% sur les 6 prochains mois, tout comme ils peuvent le faire baisser. Ouais. Et Nicolas Julia, il a, lors d'un podcast, plutôt indiqué qu'il était plus intéressé par l'objectif d'atteindre 1 million d'utilisateurs que de maintenir le prix des cartes au niveau actuel. Parce que financièrement, pour eux, c'est logique. Si la valeur des cartes, ils ont besoin de la diviser par 2 pour multiplier leur user base par 10, pour eux, c'est rentable. Mais pour nous qui sommes des managers actuels et qui ont déjà des cartes achetées et des galeries importantes en valorisation quand même. Oui, voilà. Moi, demain, ma galerie a fait moins 50%. Bon, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais, du coup, je suis encore en réflexion. Il y a quelques semaines encore, je me disais que entre la Coupe du Monde et février, ça serait pour moi une belle fenêtre de sortie, mais en même temps, c'est le capital que j'ai sur Sorare, c'est mon capital d'investissement. Et si je pars de Sorare, là, il y a aucun autre projet viable dans lequel investir ces Ethereum. Ouais, en tout cas, dans cet écosystème NFT, métavers et Play to Earn. Je veux rester dans cet écosystème-là. Voilà, pour moi, là, en plus, on est en plein bear market. Tout ce qui sort, c'est du scam, c'est des des cash grabs, pardon. Je vois pas sur quoi transitionner. Et en plus, c'est vrai que le fait d'avoir des rewards 2 fois par semaine, c'est comme si c'était Noël 2 fois par semaine, en fait. Le rush que t'as quand tu découvres tes rewards, il est quand même incroyable. Et c'est ça, en fait, qui me fait me dire aussi que ce qu'ils ont réussi à créer, c'est fort. C'est très, très fort. Je te rejoins parfaitement. J'ai la même joie que quand mon fils, il ouvre un petit paquet de cartes Panini, tu vois. C'est ça. C'est ça. Même plus, peut-être. Parfois plus, ça, c'est certain. Oui. Voilà. Après, ça dépend des rewards que tu gagnes, hein. Parfois, tu as 8 rewards, tu les ouvres, tu te dis c'est qui ces mecs? Et parfois t'en as qu'une et Diogo Costa, oui, bon, ça fait plaisir. Non, c'est certain. Écoute, merci pour toutes ces explications par rapport à ta stratégie et ta vision en tant qu'investisseur. Alors le sujet d'actualité, on va aller rapidement dessus, mais c'est évidemment le gameplay tant attendu qu'on a attendu quand même pendant longtemps de Sorare. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis pas du tout préparé. Ils ont annoncé quelque chose? Est-ce que tu as déjà sélectionné tes joueurs pour la Gold Cup? Ah oui, tu parles de ça. Ok, je pensais que tu parlais du gameplay dont on entend parler depuis 9 mois. Tu sais, avec la barre progressive. Comment? La barre progressive, c'est ça? Oui, avec la barre progressive, etc. Non, je parle du gameplay spécial. Je parle du gameplay spécial Coupe du Monde avec avec les rewards, avec le fait de pouvoir choisir des cartes dans le salary cap de 100 points là et de pouvoir gagner des prix alors que tu joues gratuitement. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ouais, en gros, je m'attendais pas. Honnêtement, je m'attendais pas à grand chose pour la Coupe du Monde parce que on commençait à s'en rapprocher vraiment très rapidement et il y avait toujours rien d'annoncé et je suis très satisfait parce qu'ils ont réalisé, parce que c'est vraiment l'outil d'onboarding ultime. Là, utiliser la Coupe du Monde, c'était smart pour créer une grosse campagne d'onboarding et créer une compétition vraiment calquée sur la Coupe du Monde en free to play pour pouvoir attirer des nouveaux managers et leur faire découvrir les principes du jeu et comment tout ça fonctionne, en fait, parce que ça peut être barbare pour les supporters qui ne connaissent pas Sorare, mais là c'est vraiment la solution parfaite pour acquérir de nouveaux utilisateurs sans avoir à toucher nécessairement à la valeur des cartes en limited, rare ou super rare. Donc du coup, moi de ce point de vue là, je suis très content de ce qu'ils ont réalisé. Après, au niveau du gameplay, là c'est toujours discutable. D'un point de vue purement compétitif, en fait, ça va être difficile, je pense. Alors ils ont annoncé comment est-ce qu'ils allaient départager les gens, mais je pense qu'il va y avoir des tonnes et des
tonnes d'équipes similaires en fait, parce que déjà tout le monde va mettre Messi ou Neymar, donc déjà il y a plus que 4 cartes pour différencier, et le reste, ça va être souvent la même chose, je pense. Donc ouais, là au niveau du gameplay, le fait d'avoir un salary cap de 100 points, je pense que ça c'est pas suffisant pour différencier les line-up. Il aurait fallu trouver un autre axe de décision pour pouvoir différencier encore plus les équipes. Je sais pas, déjà rien que le fait en fait pouvoir mettre un capitaine, c'était peut-être pas la bonne solution, parce que pareil, tout le monde va mettre Messi ou Neymar capitaine, donc ça n'aurait rien changé. Mais ouais, je sais pas j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que d'un point de vue compétitif, ça va être la boucherie, je pense. Et peut-être que ça peut, si c'est le cas, ça peut être source de frustration et de sentiment d'injustice. Alors, même s'ils ont expliqué les règles du jeu, que voilà, les 3 joueurs de banc et leur score vont permettre de départager les line-up qui auront un score similaire, même si c'est le cas, même si c'est possible que ça crée des scores uniques, ça n'enlèvera pas le sentiment d'injustice. Les gens diront mais attends, c'est pas normal, déjà je savais pas, et puis en plus pourquoi les joueurs qui ne participent pas à la compétition ont leur score comptabilisé pour cette compétition, ça n'a pas de sens. Et voilà, ça peut un peu aussi desservir leurs intérêts et desservir le but primaire qui était vraiment d'attirer des nouveaux managers en fait. Donc voilà, là-dessus je m'interroge. J'espère que tout va bien se dérouler et que le vainqueur le sera de manière les vainqueurs le seront de manière incontestable, parce que ouais, ça peut se plaindre comme on le sait très facilement. Ouais. Maintenant, c'est vrai que à partir du moment où sont des cartes gratuites, bon voilà, la frustration doit quand même être. Il peut pas y avoir normalement de frustration. Bon, il y en aura. Oui, non, t'as raison. Voilà, c'est une compétition gratuite, comme tu le dis. Voilà, et en principe, oui, les gens devraient pas trop se plaindre, mais bon, En tout cas, moi dans mon entourage. Ouais. En tout cas, moi dans mon entourage, les personnes qui hésitaient de jouer à Sora parce que justement il faut un budget pour commencer. Là, ils ont tous sauté dessus. En plus, avec la création, enfin le fait de permettre aussi à la communauté de créer des ligues privées, je trouve ça aussi super au niveau. Ah ouais, mais ça c'était attendu depuis un moment. Il y a plein d'influenceurs qui voulaient créer des ligues privées et ils étaient obligés de bricoler sur Sora Data pour le faire. Là, ils peuvent le faire directement de manière native via Sora. C'est effectivement un super coup marketing et un super coup pour l'engagement de la communauté dans le jeu et leur permettre de créer des ligues à eux avec des rewards à eux. C'est super. Ouais, c'est clairement un très bon coup de la part de Sora. Tu vas t'inscrire à notre ligue Media Sora. Nous on met une PS5 pour le premier à gagner. Je sais. Oui, je vais. Enfin, toi qui es amateur de jeux vidéo. Hein. Après la PS5, si je la gagne, je la donnerai, parce que j'ai tendance à trop jouer aux jeux vidéo et ça me bah c'est bien. Mais ça me prend trop de temps, donc mais oui celui qui gagne, il peut soit il choisit la PS5 ou soit il choisit une carte d'une valeur similaire à la PS5, tu vois. Donc c'est bon, je prendrai la carte alors. voilà et tu peux la choisir en plus. Tu dis je veux telle carte parce qu'il vaut une PS5 c'est plus ou moins 500 €, donc voilà. D'accord. Donc il y a le choix. Non mais je savais pas. Ok, très bien. Bah ouais, avec plaisir. Mais moi, ce qui me plaît plus dans ces compétitions-là, c'est l'aspect compétitif communautaire. Tu vois, là, nous, on fait partie de la communauté So Addict. Voilà, on peut tous participer à la même compétition. Voilà, c'est rigolo. On se connaît tous plus ou moins. C'est vraiment, ça crée une nouvelle dimension en fait à Sora. C'est vrai, tout à fait. Écoute, merci pour ton avis. On va attaquer les dernières parties, la question rapide pour l'invité. Alors, ton joueur préféré dans ta vie réelle et sur Sora, et pourquoi tu l'as ou l'as choisi? Mon joueur préféré, c'est Deco, parce que en tant que supporter du FC Porto, il m'a quand même fait vibrer lors de la saison où on gagne la Ligue des Champions. Il était vraiment exceptionnel. Et même pendant 2-3 saisons
entre 2003 et 2006, il était incroyable en fait. Alors bon, j'ai vu Zidane jouer et voilà, j'ai vécu l'épopée 98 en tant que gosse et il aura toujours une place spéciale dans mon cœur pour ça. Mais voilà, Zidane sur la Coupe du Monde 98, c'est pas de déco sur la campagne de Ligue des Champions 2004, clairement. Après, en joueur actuel, j'aime beaucoup Firmino et Toni Kroos parce que j'ai beaucoup d'affection pour les joueurs altruistes et les joueurs intelligents qui en fait s'en foutent de marquer ou de faire marquer. Le principal, c'est un sport collectif. Le principal, l'objectif en fait d'une équipe de foot, c'est de gagner. Et à partir du moment où un joueur il fait passer ses objectifs individuels au-dessus des objectifs de l'équipe, j'ai un peu de mal. Et à l'inverse, quand c'est le cas, j'admire. Et Firmino, j'adore vraiment ce joueur. En plus, je l'ai vu jouer en vrai en Ligue des Champions. J'étais au stade du Dragon à Porto quand on a perdu 5-0 contre Liverpool à domicile. Et ouais, bah ce match-là, je crois qu'il met 1 but et 2 assists. Et ouais, enfin, à chaque fois, je regarde souvent Liverpool jouer pour le coup. Et à chaque fois qu'il joue, il m'impressionne parce que ouais, c'est vraiment l'altruisme dans le foot. Il fait les efforts défensifs. C'est un tueur devant le but. Là, en plus, cette saison-là, il revient vraiment bien. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à la Coupe du Monde. Hein. Je dis ça parce que moi je l'ai jamais eu. Moi j'ai ça. Il va pas la jouer. J'ai Salah. Ouais, il faut voir s'il a joué. Moi j'ai Salah et justement il y avait une question de Srico qui est aussi sur le truc sur Addict qui dit mais pourquoi tu détestes Salah? Mais Salah tu l'as toujours dans ta galerie. Est-ce qu'il y a quelque chose ouais, je l'ai toujours dans ma galerie. Alors je ne déteste pas Salah, hein. J'ai rien contre lui en tant que personne. Qui foire les bonnes line-up. Mais j'en peux plus quoi. Là, je sais pas, sur les 10 derniers matchs, il doit avoir en moins 60 en tout sur les actions ratées déjà. Et puis à côté de ça, enfin, il est trop perso quoi. La dernière fois qu'il a fait une passe, c'était en 1812. C'est pas possible. Quand je le regarde jouer, il fait tout le temps la même feinte, tout le temps le même dribble. Les défenseurs commencent à avoir compris ça et il fait ça de manière invariable. Même s'il a 3 défenseurs devant lui, il va le faire quoi. Et c'est juste pas possible. Enfin voilà, c'est ce que je disais par rapport à Firmino. C'est vraiment l'anti-Firmino. Il est dans un angle fermé. Il y a un joueur au second poteau, bah il va quand même tirer quoi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec Salah. Et je vais revenir aussi sur le côté décision et pas résultat. Typiquement, même s'il va frapper et qu'il va marquer, bah s'il y avait une passe qui avait une plus forte chance d'aboutir sur un but, je vais quand même rager, tu vois. Je vais quand même me dire mais c'est vraiment stupide d'avoir frappé dans cette position-là alors que il y avait tel joueur démarqué au second poteau qui pouvait tirer dans le but vide quoi. Tu vois, bah par exemple son premier but contre les Rangers quand il rentre et qu'il met un triplé, bon bah son premier but, il met un vieux pointu dans un angle fermé alors que je sais plus quel joueur est au second poteau. Enfin, il fait le centre, il y a but quoi. Et là, il marque juste parce que le gardien est à la rue sur tout le match. Même sur son deuxième but, il tire en plein milieu du but, mais il marque juste parce que le gardien, je sais pas ce qu'il a foutu et il était complètement excentré dans son but quoi. Enfin bref, voilà. Je suis assez critique par rapport à Salah parce qu'il a un talent fou, mais il a pas la prise de décision qui va avec. Oui, ou il l'a moins. Il l'a moins aussi parce que moi j'aime beaucoup Salah. J'ai sa carte aussi depuis un petit temps et je trouve que Sadio Mané qui part, etc. Je trouve qu'il est beaucoup moins. Je trouve qu'il était plus altruiste dans le passé. Parce qu'il faisait marquer beaucoup, mais moi, il faisait aussi c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Hein. En fait, je l'ai acheté juste avant la CAN, je crois. Et c'est depuis la CAN en fait qu'il a un gros trou d'air là. Mais là, c'est vraiment difficile. Sur la tête, c'est vraiment difficile pour lui. Hein. Je regarde tous les matchs de Liverpool. En fait, je pense qu'il est rentré dans un mauvais cycle mental et du coup, il force trop et ça se voit et il force au détriment de la prise de décision. Il y a des matchs
où ils perdent juste pour, sur une mauvaise décision, notamment le match contre Crystal Palace. Le but qu'ils prennent, c'est sur une contre-attaque, sur une perte de balle de Salah où il doit faire la passe à Trent tous les jours et en fait il fonce dans les 3 défenseurs qu'il a devant lui et derrière c'est contre-attaque but quoi. Ouais. Bah écoute, je partage. Et oui, et après de manière plus individualiste et plus égoïste, il m'a fait perdre beaucoup de T0 du coup à cause de sur ces 6 derniers mois là, il y a beaucoup de line-up qui ont été tués parce que il fait 30 ou parce qu'il rate des occasions immanquables ou parce qu'en plus j'ai Trent Alexander-Arnold, donc quand il rate un but, souvent c'est sur une passe de Trent, donc du coup c'est la double sentence. Ouais, c'est ça aussi qui fait que ça génère un petit peu de frustration, on va dire. Ouais, mais je partage tout à fait ton analyse aussi. On pourrait créer en fait un groupe de déçus de Salah depuis une année, mais c'est vrai que depuis la perte de la CAN en finale et puis la non-qualification à la Coupe du Monde également quand le Sénégal et Sadio Mané, ça lui a mis un coup sur la tête. Alors pour le coup, ton joueur préféré sur Sorare, c'est Kroos? Le joueur préféré sur Sorare, j'ai une certaine tendresse pour Morioka parce que c'est la première grosse SR que j'ai achetée. Et donc je l'ai acheté, il m'a rapporté pas mal de rewards et je l'ai revendu à un moment où il était sur un top, ce qui m'a permis à l'époque d'acheter pas mal de rares et après je l'ai reacheté aux enchères et là je m'assois un petit peu dessus parce qu'il bench là. Après j'ai espoir que le nouveau coach de Charleroi soit pas aveugle et le remette titulaire. Après, j'aime bien Martin Terrier aussi parce que c'est le plus gros coup que j'ai fait, je pense, sur les cartes que j'ai achetées. Je l'ai acheté 0,7 Ethereum en super rare et là il vaut 7 Ethereum. Et puis surtout, depuis que je l'ai acheté, il fait tout le temps 70 ou plus quoi. Et ça fait, je l'ai depuis la Game Week 240 quoi. Donc je suis très content de Martin Terrier et un petit peu déçu aussi qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde, à la fois en tant que supporter de l'équipe de France, mais aussi en tant que manager qui possède sa super rare quoi. Ouais, c'est vrai, il fait des scores de fou. Donc lui, en termes d'héroïque, t'es vraiment bien quoi. En termes de héroïque sur le SO5, je saurais même pas te dire, mais oui, en termes de héroïque par rapport à la valorisation de sa carte et la prise de valeur de sa carte, oui, c'est clairement x10 en 6 mois. Bon je signe ça sur toutes les cartes que j'achète, hein. Clairement, qui ne le ferait pas. Non, après il y a un petit facteur chance aussi parce que je pouvais pas anticiper qu'il allait rentrer dans la forme de sa vie, mais c'est vrai que je l'avais vu jouer plusieurs fois et son prix n'avait aucun sens pour moi en fait. Et je l'avais vu jouer, il avait mis un triplé il y a 1 ou 2 saisons et je m'étais dit mais c'est vraiment un très très bon joueur et ouais ça va. Son prix me paraissait vraiment faible par rapport au potentiel du joueur. Ouais. Je viens de regarder ta carte de Martin Terrier SR. T'as rapporté plus de 9 Ethers de reward. Donc tu l'as acheté à 0,7. Même si tu l'avais acheté à 7, tu serais ultra positif. Ouais, effectivement. Plus beau résultat. Mais après, si tu prends que sa contribution au point, il m'a rapporté 2 Ethereum. C'est 9 Ethereum sur les line-up dans lesquels il a parté, mais après, faut prendre sa participation au point pour lui attribuer combien il m'a rapporté. Donc il m'a rapporté 3 fois ce que je l'ai acheté en gros. Ok, ça c'est très 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 précis d'ailleurs. Ouais. Ton plus beau résultat, je vois que t'as 6 victoires quand même. Hein. Mon plus beau résultat, je crois que j'ai dû faire 530 points, je crois, un truc comme ça en U23 D3. Je l'ai gagné 2 fois. Non, 529 points en U23 D3, mais c'est dur de faire ça. Je crois que j'ai eu 4 joueurs qui ont fait 100 pour faire ce score. Ah, c'est énorme. Il faut un bel alignement de planètes et puis faut des belles cartes aussi, mais ouais, je pense que c'est mon plus beau résultat et j'ai dû gagner une fois la ASD3, mais c'était en midweek, donc tu sais, en midweek la compétition est plus le niveau de compétition est plus faible et en général les rewards sont
plus aléatoire, on va dire. Ouais, tout à fait. Et ta plus belle récompense? C'est Diogo Costa, rare, je pense. Magnifique. Et je réfléchis. Je crois que j'ai Upamecano, c'était bien moins. Ouais, non, si c'est Diogo Costa rare, la plus belle récompense en valorisation en Ethereum, en tout cas, c'est sûr, c'est Diogo Costa. Ok, magnifique carte. Et beaucoup de up, mais ton plus gros coup de poisse? Il y en a eu plusieurs quand même, parce que surtout à mes tout débuts, j'avais vraiment pas de chance. J'avais souvent le cas, bon, comme on a tous eu, mais tu sais, t'as 390 points, il te reste un joueur, et le mec, bon bah soit il fait un score de merde, soit il est DNP, et j'ai eu ça très très souvent, notamment avec Zielinski au début. Il se blessait souvent quand j'ai acheté sa SR. J'ai eu une fois aussi Vigo, pareil, c'était mon 5e joueur, il est annoncé sur la feuille de match, j'avais 390 points, un truc comme ça, et il se blesse à l'échauffement juste avant le match. Mais le plus gros coup de poisse récent, c'était le penalty. En gros, j'avais une belle line-up. Mon dernier joueur, c'était Pellegrini, il jouait contre Empoli. Penalty pour la Roma à la dernière minute du match, Pellegrini qui va pour le tirer, et en gros, il tire sur la barre, et en fait, s'il marque, je prends une T0, et le fait qu'il tire sur la barre, je gagne rien du tout en fait. Donc sur un penalty, je perds une T0 plus ou moins. Ouais, effectivement, on peut appeler ça un coup de poisse. C'est gros coup de poisse, ouais. Est-ce que tu as un joueur à suivre en réel? En réel, après ça dépend. Est-ce que ça parle plutôt de pépites ou de joueurs, de pépites ou de joueurs tu dis il est dans le mou, je sais pas, il a été transféré ou j'en sais rien, et que tu vois que ce joueur va se reprendre. C'est au choix. Le joueur a vraiment, là, si vous voulez acheter, not financial advice, mais si vous voulez acheter un bon joueur, là, c'est Blind, quoi. Blind, c'est là, son prix, il est pas normal. Il est massacré. Je sais pas, la dernière fois que j'ai regardé, 0,5, ouais. Il était à 1,5 il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Ah oui, vraiment, c'est de la dégringolade. Mais alors, pour le coup, j'ai pas trop suivi, il s'est passé quoi? Il est blessé ou qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. En fait, il est... Pour la petite histoire, parce que je suis moitié quand même hollandais, et donc je suis pas mal le championnat néerlandais et ce qui se dit sur Twitter en néerlandais. Je suis dans des groupes aussi Telegram néerlandais. Ouais. Le public Ajaccio ne le supporte plus depuis déjà l'année passée. Donc il est vraiment pris à partie par les supporters d'Ajax qui trouvent qu'il est devenu trop lent. Alors c'est un joueur métasorar. D'ailleurs, le dernier match ou l'avant-dernier match, il est monté, je crois que, 30 minutes, il a quasiment tapé 60 points, 35 points de AA en moins d'une mi-temps. Mais clairement, c'est au niveau réel, défenseur, en tout cas, il ne plaît pas au public, et apparemment, il plaît plus non plus au coach actuel. Alors le coach actuel, Schreuder, je sais pas non plus s'il va rester longtemps en place, parce que les supporters l'aiment pas non plus. Ouais, parce que l'Ajax, c'est dur là. Hein, c'est plus ça. C'est plus ça. Ouais. C'est plus ça. Clairement, c'était la meilleure défense de toute l'Europe. Je me rappelle qu'à un moment, après plus de 10 matchs, je crois 14 matchs, ils avaient bonne mémoire, ils avaient encaissé 2 buts. Là, ça encaisse contre n'importe qui, hein, même contre des Emmen, ça encaisse 3 buts. Contre Emmen, ils ont pris 3 buts, ouais. Problème. Ouais. Donc Alessandro qui est parti. Pas Blind alors. Du coup, un joueur que je suis vraiment, c'est Rémi Cabella. Pour moi, là, son prix n'a pas de sens. Il est vraiment très très fort. Son score, il est métasorar, et son prix, c'est 0,4 en rare. En limited, je connais pas trop les prix, mais ouais, c'est vraiment un super joueur. Quand je regarde Lille jouer, c'est vraiment lui le maître à jouer. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe actuellement, c'est Rémi Cabella, clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et t'as ça super rare. Ça, c'est vraiment une très belle carte à avoir. Bon, on arrive à la fin. Si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais des choses qui iraient dans mon intérêt personnel et notamment essayer d'éviter de mettre l'objectif de croissance de la user base devant le maintien des prix. Voilà, j'aurais plutôt beaucoup à perdre si c'était leur stratégie long terme. Moi, comme toi, comme tous les autres managers actuels. Après, de manière plus générale, je pense qu'il faudrait essayer de mettre en place des feedback loops avec la communauté. Souvent, quand je vais lire un petit peu ce qui se dit sur les Discord ou ce que j'entends dans les podcasts, j'entends des tonnes et des tonnes de bonnes idées, mais je trouve que la communauté elle est assez peu utilisée et assez peu consultée, alors qu'il y a de la ressource gratuite à disposition et elle n'est pas utilisée à bon escient. Donc essayer de mettre en place des choses, notamment je pense à la formation des pools de rewards. Tout le monde s'en plaint depuis aussi longtemps que je connaisse Sorare et ça a toujours pas été il y a toujours pas de changement à ce niveau-là, alors que j'ai pas la réponse encore une fois, mais typiquement on pourrait très bien avoir des pools qui soient décidés par les votes de la communauté, tout en mettant des garde-fous pour éviter les trolls. Voilà, mettre Messi en T3 ou des joueurs nuls en T0. Voilà, on essaie de mettre en place des systèmes qui fonctionnent bien, mais voilà, ça pourrait être intéressant de plus consulter la communauté pour régler les problèmes et pour développer encore plus le produit qu'est Sorare en fait. Voilà, après il y a des choses qui font sur la MLB qui font pas encore sur le foot, mais je pense qu'ils pourraient très bien s'exporter aussi, notamment le fait d'organiser des tournois sponsorisés, que ce soit sponsorisés par des marques comme Nike ou Adidas, mais aussi par des clubs. Ils ont des partenariats déjà existants, tu vois, par exemple l'OM ou le PSG, on va prendre l'exemple du PSG, ils pourraient très bien organiser un tournoi sponsorisé par le PSG avec des places à gagner ou des choses comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a moyen vraiment d'impliquer encore plus le supporter qui se cache derrière tous les managers Sorare dans la compétition. Voilà, creuser l'aspect collectible, je pense que c'est important aussi, ne serait-ce que pour pas que la valeur des cartes ne réside uniquement dans leur utilité en SO5. Je trouve que FIFA par exemple, ils ont réussi ça en mettant en place un système. Alors pour ceux qui jouent à FIFA, le Squad Building Challenge, c'est un système qui favorise mais qui incite les managers en Ultimate Team à garder plus de cartes que c'était le cas avant en fait. Donc essayer pareil, j'ai pas de réponse définitive, mais travailler sur l'aspect collectible et améliorer l'expérience live aussi, je pense que c'est très important. Alors même si on a les applications Sorare Data maintenant qui nous permet de suivre les performances en temps réel de nos équipes, mais tu vois, ce serait top de pouvoir avoir des notifications quand un de nos joueurs fait une action décisive ou quand on a une de nos line-up qui est en train de bien performer, tu vois, être mis au courant. Voilà, si tel joueur marque tant de points, vous pouvez être sur le podium dans telle division. Ça pourrait être top aussi, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc je pense que c'est des choses sur lesquelles ils travaillent, des choses dont ils sont au courant. Mais voilà, moi je suis pas dans l'équipe Sorare, donc je donne des idées comme ça qui me viennent. Et pour finir, je pense qu'il faudrait aussi mettre en place un système qui permette de vérifier l'attribution des rewards, parce que je trouve que ça manque de transparence. Et tu vois, on parle quand même de sommes importantes, de rewards qui ont quand même beaucoup de valeur, sans vouloir faire de comparaison mal placée. Dans tout type de loterie ou de jeu à gratter ou même de paris sportifs, il y a toujours une entité juridique qui est garante de l'intégrité des résultats. Et là, c'est pas le cas. Et je sais pas si déjà au niveau des régulateurs, est-ce que ça peut poser problème. Mais aussi au niveau de la communauté, il y a beaucoup de suspicions à l'égard de l'attribution des rewards, beaucoup d'interrogations. J'en ai aussi personnellement, et j'aimerais avoir plus de réponses par rapport à ça. Voilà. Mais c'est quoi par rapport à des qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la qualification, au classement de certains rewards de certains joueurs par rapport à d'autres, ou
Non, parce que ça, c'est l'organisation des poules. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment sont déterminées l'attribution des rewards. Alors, ce qui est dit, c'est que dans le pool, voilà, on tire au sort les joueurs et les cartes au hasard, et ensuite on attribue ces cartes dans l'ordre de haut en bas, de valeur. Du premier au deuxième, troisième, etc. dans chaque pool. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette décision aléatoire, elle est faite. Est-ce qu'elle est vraiment 100% aléatoire? Ok. Tu voudrais un peu plus de transparence là-dessus. Ouais, voilà, savoir. En fait, on est sur de la blockchain, on est sur des technologies qui sont censées être des ledgers publics. Voilà, j'aimerais bien savoir quel est le code qui est garant de l'attribution parfaitement aléatoire des rewards aux joueurs, aux managers qui ont gagné des rewards, tout simplement. Je vois. C'est clair. Écoute, on espère que Nicolas écoutera tout ça, tous ces conseils. Écoute, Jonathan, on est arrivé à la fin. C'est vraiment passé vite. C'était vraiment un réel plaisir de pouvoir échanger et surtout d'enregistrer avec toi, parce que t'as vraiment, enfin, je le redis, mais t'as un profil assez atypique dans la communauté Sorare, et c'est très bien pour le jeu et pour la communauté en général. Et voilà, je te souhaite un bon matin, comme on dit au Canada. Et une très bonne journée et beaucoup de succès dans ta chaîne. Quoi ça? Parce que je vais aller me recoucher parce que tu m'as fait me lever très tôt. Donc je vais te souhaiter une bonne journée. Et puis merci pour l'invitation. Bon repos. C'était un plaisir de partager avec toi comme toujours. Bonne chance pour vos Game Week à tous les auditeurs du podcast. Et à très bientôt, Mehdi. À bientôt. Salut Jonathan. Salut. Encore merci à Jonathan et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à notre ligue privée Média Sorare pour la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week, des jolis rewards spécial Coupe du Monde. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.